Remercier chaleureusement Florian et le centre Émilie Mottet pour cette belle invitation, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes. Cette conférence s'appuie sur un travail de recherche-action que j'ai poursuivi depuis plus de 5 ans dans la région, à travers déjà ma thèse de doctorat, mais aussi différents projets qui m'ont permis de relier la recherche académique avec la réalité du terrain. Cette conférence se déroulera donc en 3 temps. Premièrement, pour que ce sujet prenne tout son sens, je vous propose d'abord un petit voyage dans le temps et les cultures afin de réaliser un état des lieux autour des études sur les menstruations à travers une approche sociale et anthropologique. Ensuite, nous reviendrons ici en Bourgogne-Franche-Comté à travers les résultats de ma recherche et les projets qui ont été menés localement, pour ensuite finaliser avec un temps de réflexion collective autour des solutions, des recommandations et des réflexions. L'objectif de cette conférence est également que vous repartiez avec des clés de compréhension, mais aussi des leviers d'action pour agir concrètement contre la précarité menstruelle, que ce soit dans vos institutions ou dans votre vie quotidienne. Pour ce premier temps, je vous invite donc à explorer la question du cycle menstruel à travers quelques travaux des anthropologues et des sociologues. L'une des premières anthropologues à avoir étudié ce phénomène est l'américaine Margaret Mead, qui dans les années 20, elle a mené un travail de terrain dans les îles Samoa. Justement, ces recherches ont été fondamentales puisque à cette époque, la voix des femmes n'était pas comprise, puisque la plupart des ethnologues et des missionnaires, c'était plutôt des hommes. Donc, l'univers des femmes était mystérieux et il avait été négligé. Mais Margaret Mead, elle va être donc une pionnière en donnant la voix aux femmes. Et dans son ouvrage Mœurs et sexualité en Océanie, elle montre comment chaque société attribue une signification morale et culturelle différente aux menstruations. Et quelque chose qui va la surprendre, c'est le fait que chez les femmes samoanes, il y a une absence de douleur menstruelle qu'elle explique justement parce que ce groupe social va donner une importance à ce fluide qui finalement est un élément vital pour le collectif, puisque la reproduction de la vie collective dépend justement de la présence ou de l'absence de ce fluide. Il me paraît important de préciser le fait que les chercheuses américaines, elles ont été pionnières dans ce domaine. Déjà en 1970, il y a The Society for Menstrual Cycle Research, c'est une association fondée aux États-Unis qui est, qui est composée de chercheurs de différents domaines, des professionnels de santé, des éducatrices, des décideurs politiques qui se sont engagés pour améliorer la compréhension du cycle menstruel. Et cette société, elle continue encore aujourd'hui à produire et publier des travaux de référence sur ce sujet. En France, le sujet n'a pas connu la même reconnaissance académique. Les menstruations ont été longtemps perçues comme trop intimes pour être un objet de recherche sérieux. Cependant, il me semble important de nommer une des premières chercheurs françaises qui a travaillé sur ce sujet, c'est Yvonne Verdier, qui était élève de Claude Lévi-Strauss et qui a mené une enquête ethnographique justement dans un village de Bourgogne, dans le village de Minot. Et dans ses travaux, elle va montrer comment dans la France rurale du début des années 20, du XXe siècle, il existait des croyances négatives autour du sang menstruel qui étaient perçues comme dangereux ou toxiques. On croyait par exemple que les femmes menstruées pouvaient faire tourner le vin, le lait, le lard, le poisson, et c'est pour cela qu'elles étaient exclues de certaines tâches, notamment culinaires, ce qui explique encore aujourd'hui des expressions ou des superstitions populaires comme laquelle une femme qui a ses règles ne peut pas faire une mayonnaise.
Plus récemment, des chercheurs comme Virginie Vinel et Aurélien Mardon, elles vont poursuivre cette réflexion euh, dans la France, dans différents lieux de la France, en analysant justement la socialisation des femmes françaises par rapport aux menstruations. Est-ce que cette transmission, elle se fait ou elle reste encore difficile? Et est-ce qu'elle démontre que cette transmission est encore entourée de silence, de secrets, mais notamment avec certaines évolutions, comme des nouvelles pratiques plutôt positives, des célébrations de premières règles qui vont permettre de révaloriser l'arrivée des menstruations, qui est un sujet aussi auquel je me suis moi-même intéressée dans mes recherches, que je vous présenterai un peu plus tard. Les rituels de passage ont toujours fasciné les anthropologues. Ce moment liminaire où une personne change d'un statut à un autre, change d'un âge à un autre, ce sont des transitions qui sont souvent ritualisées, qui sont marquées symboliquement. Et dans le cas du cycle menstruel, on distingue donc deux moments importants. La ménarche, qui est justement le moment des premières règles, lorsqu'une jeune fille devient femme, entre guillemets, puisqu'il y a l'ouverture de la fécondité, de la sexualité. Et puis, il y a un deuxième moment qui va marquer une rupture, c'est le moment de la ménopause, où les femmes vont cesser d'être procréatrices. Et dans certaines cultures, cela va leur permettre d'atteindre un nouveau statut politique, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus considérées comme impures, donc elles peuvent participer à la vie politique. Parmi les nombreux rites de passage que l'on peut observer, je voudrais évoquer deux exemples qui m'ont particulièrement marqué au cours de mes observations de terrain. Le premier est celui du groupe Wadiou, dans le nord de la Colombie, le pays où j'ai réalisé mes études en anthropologie. Chez les Wadiou, on célèbre un rituel appelé el encierro, littéralement l'enfermement. Au moment de ses premières règles, la jeune fille est isolée dans une petite cabane pendant plusieurs mois, parfois un an. Durant cette période, elle est visitée seulement par les femmes de sa famille ayant elles-mêmes vécu ce rituel. Ce temps d'enfermement est consacré à l'apprentissage. La jeune fille y découvre la philosophie d'être une femme wadiou. Elle apprend à tisser des grands tissus et pour fabriquer des hamacs, qui sont des objets essentiels de la culture wadiou. À la fin de ce confinement, la jeune fille participe à une danse traditionnelle, c'est l'image que vous pouvez observer, vêtue de rouge. Elle est présentée à la société comme une nouvelle femme et cette cérémonie peut donner lieu à des alliances matrimoniales. Aujourd'hui encore, ce rituel est pratiqué, mais sous une forme adaptée, c'est-à-dire que les jeunes filles peuvent décider si elles veulent ou pas le faire. Et l'enfermement ne dure plus un an, mais quelques jours, voire quelques semaines. Un autre rituel qui me semble très intéressant est celui des ticunas en Amazonie colombienne. Ici, lorsqu'une jeune fille a ses premières règles, elle va subir une coupe de chevelure. Autrefois, ce rituel était quand même un peu rude puisqu'on arrachait les cheveux de la jeune fille pour que le cuir chevelure saigne, qui était une manière de signifier la douleur du passage et la transformation du corps. Aujourd'hui, cette pratique a évolué aussi, elle s'est adaptée. Donc, les cheveux sont simplement coupés avec des ciseaux ou à la tondeuse dans un geste symbolique de renouvellement. À la fin de cette coupe rituelle, il y avait une célébration, une grande fête, et tous les membres de la communauté s'habillent, comme vous pouvez le voir, avec ces habits traditionnels qui représentent les esprits de la forêt. Et c'est une manière de présenter la nouvelle femme aux esprits et de recevoir des bénédictions et leur protection. Ces exemples, elles montrent donc comment les menstruations ont une dimension collective, symbolique, voire aussi spirituelle.
Et on se demande donc qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés modernes. Est-ce que ces célébrations se sont perdues? Donc, pour vous donner quelques idées, en France, il n'existe pas véritablement un rituel collectif pour marquer l'arrivée des règles, mais il y a certaines pratiques populaires qui ont longtemps existé, qui peut-être n'existent plus. C'est le cas de ce qu'on appelle la gifle menstruelle. La gifle menstruelle, c'est le moment où la jeune fille annonce l'arrivée de ses premières règles. Sa mère ou sa grand-mère lui donnait une gifle symbolique. Peut-être que certaines d'entre vous se souviennent de cette scène du film Diabolomante, où on évoque la fameuse gifle menstruelle. Justement aussi, Yvonne Verdier, dans son ethnographie, elle a identifié la présence de ce rituel de la gifle menstruelle. Et moi aussi, je l'ai retrouvé parmi 5 enquêtés qui m'ont raconté avoir reçu la gifle de la part de leur mère et une enquêtée qui me raconte que c'est sa grand-mère qui lui a donné la gifle. On se demande pourquoi ce geste qui peut être vu aujourd'hui comme un geste violent, pour certains, il s'agit véritablement du dernier châtiment que la mère peut faire à l'enfant qui devient adulte. C'est une manière symbolique de marquer la fin de l'enfance. D'autres y voient plutôt un rite de fertilité, puisque la rougeur de la joue est associée à la vigueur et à la fécondité. Mais derrière ce geste, il se traduit bien une ambivalence au corps féminin dans notre culture. Un geste qui est à la fois protecteur mais punitif, qui marque une transformation tout en maintenant le contrôle du corps féminin. Toutefois, aujourd'hui, ce geste a pratiquement disparu et la plupart des femmes qui ont reçu la gifle ne veulent pas la transmettre à ses filles. Je suis partie, mais je suis revenue. Vous m'entendez bien? Oui? Oui, c'est bon, Alexandra, t'es Ok. revenue. Donc, je vais vous parler de l'âge des premières règles. Donc, les études statistiques montrent que l'âge moyen de la ménarche est passé de 16 à 15 ans en 1850 à environ 12 ans dans les années 2000. Mais derrière ce chiffre, il n'y a pas que du biologique, il y a aussi du social. Déjà, l'amélioration des conditions de vie, le changement d'alimentation, mais aussi une précocité du développement pubertaire qui peut être expliquée aussi par l'exposition accrue aux perturbateurs endocriniens, le stress, le changement de vie et les facteurs environnementaux qui vont influencer donc la maturation hormonale, ce qui montre que ce passage d'âge, il est plus précoce aujourd'hui et qui fait émerger une question de comment on accompagne aujourd'hui les premières règles des jeunes filles qui parfois peut arriver très tôt. C'est le cas des règles précoces. Donc ici, dans ce schéma, je vous montre 2 situations qui peuvent soulever d'autres enjeux médicaux et sociaux. Déjà, la ménarche précoce, c'est-à-dire l'apparition des premières règles avant l'âge de 10 ans. Cela peut provoquer des sentiments de gêne, de honte, voire de l'exclusion pour la jeune fille. Elle constitue une source de malheur puisque cette fille, elle doit gérer la dissimulation des menstruations à un âge où peut-être elle n'est pas encore prête. Mais ça peut être aussi une source de stress pour les parents
qui sont confrontées justement à l'idée que leur petite fille devient adulte trop tôt. Et cette précocité est parfois un événement inquiétant qui est associé à des risques d'hypersexualisation, voire un danger à être abusé. Dans certains cas, les médecins proposent des traitements hormonaux pour retarder l'apparition des menstruations pendant quelques années. Et à l'inverse, la ménarche tardive, c'est-à-dire au-delà des 15 ans, il y a également une considération d'une ménarche Allô, Dominique, tu anormale. m'entends? Non, ça marche pas. Donc, chez les jeunes filles, ça peut susciter également un sentiment d'exclusion, de ne pas être comme les autres, de ne pas être femme, comme s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et aussi, il y a donc la prise en charge médicale où les médecins prescrivent souvent des examens, des traitements pour déclencher l'arrivée des règles. Les causes de cette ménarche tardive peuvent être variées. Ça peut être déjà des troubles alimentaires, le fait d'être, par exemple, l'anorexie peut souvent présenter une aménorrhée. La pratique sportive du sport aussi, le stress, des déséquilibres hormonaux ou encore des causes génétiques comme le syndrome de Turner dans lequel les ovaires ne se développent pas. Donc, il n'y a pas suffisamment d'estrogène pour déclencher les menstruations. Maintenant, je vous invite donc à cette deuxième partie. Donc, on revient dans le contexte de la Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous présenter un peu le contexte et les clés de ma recherche doctorale pour mieux comprendre comment les femmes vivent, parlent et transforment aujourd'hui le vécu des menstruations. Mon analyse, il s'appuie sur une enquête ethnographique menée entre 2019 et 2024, notamment dans les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, ainsi qu'en région parisienne. Cette recherche combine entretien et observation participante. J'ai réalisé donc 46 entretiens avec un questionnaire aussi qui a eu plus de 600 réponses et 300 heures d'observation que j'ai menées auprès de différentes actions qui étaient des collectes et des distributions de protection périodique, des ateliers de fabrication de protection réutilisables et des tentes rouges et des cercles de femmes que je vais vous présenter. Cette immersion m'a permis donc d'intégrer un réseau d'acteurs et de recueillir le récit des participantes qui étaient plutôt âgées entre 19 et 55 ans, majoritairement issues des classes moyennes et la plupart, elles étaient investies dans des associations féministes, écologistes ou de solidarité et d'action sociale. On va voir donc comment ces expériences vont leur permettre de vivre d'une certaine manière différemment leurs règles, c'est-à-dire que ça va venir aussi transformer leur vision des menstruations. Ici, pour vous présenter le contexte en France, pour comprendre aussi comment est-ce que ce sujet a émergé dans l'espace public et dans l'agenda politique. En 2015, le sujet des menstruations aura une place importante, déjà avec la création de la première association qui va agir contre la précarité menstruelle, c'est l'association parisienne Règles élémentaires, ainsi qu'au même moment, il y aura la pétition du collectif Georgette Sand contre la taxe rose. Cette pétition, elle va être médiatisée et finalement, elle va aboutir dans la baisse de la TVA sur les protections périodiques qui passe de 20% à 5,5%. Il faut dire qu'avant, les protections périodiques, elles étaient taxées comme des produits de luxe et après cette pétition, ils seront taxés comme des produits de première nécessité.
Ensuite, en 2017, il y aura tout le mouvement de #MeToo qui va également influencer la visibilité de ce sujet dans les réseaux sociaux. J'ai pensé à vous présenter deux cas qui me semblent importants. C'est la campagne #Sans Tabou de l'association Oser le féminisme, qui a permis justement de créer un site internet autour de l'éducation menstruelle, qui faisait un plaidoyer aussi pour dénoncer le tabou menstruel, ainsi qu'une action symbolique qui était faite à Paris par le collectif Insomnia, qui ont coloré en rouge plusieurs fontaines de Paris pour dénoncer l'invisibilité des produits toxiques qui sont présents dans les protections périodiques. Et en 2019, avec la pandémie du Covid-19, la précarité menstruelle sera donc imminente. On va observer la multiplication des distributions gratuites de protection périodique auprès du public étudiant, des sans-abri et dans d'autres contextes aussi associatifs. Et ça sera aussi en 2020 qu'il y aura la réalisation d'un rapport parlementaire qui va donc reconnaître politiquement la précarité menstruelle, qui fait aussi que le président Emmanuel Macron a été aussi interrogé par rapport à cette question. Et en 2020, il annonce que ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société. Et finalement, le fait de placer ce sujet dans l'agenda politique a abouti dans un projet national pour mettre en place des distributeurs de protection périodique gratuite dans les écoles, les universités, les centres d'accueil et la prison. Un autre événement important, c'est en 2022, la reconnaissance de l'endométriose comme une maladie chronique, ainsi qu'en 2024, la proposition de loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale sur le congé menstruel, qui sera rejetée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a plusieurs expérimentations locales de ce congé menstruel dans certaines entreprises, collectivités, même dans les universités, même s'il n'existe pas de cadre légal. Cette double dynamique, donc les mobilisations d'un côté et le fait que ce soit politiquement légitimé, va donc créer toute une mobilisation collective autour de la précarité menstruelle. Il me semble important de vous préciser pourquoi moi, dans ma recherche, j'utilise le mot stigmate au lieu de tabou. Le tabou, il va renvoyer à quelque chose qui est interdit de parler, qui est banni complètement. Et aujourd'hui, on voit bien que les menstruations sont présentes dans les publicités, il y a tout un marketing, elles sont présentes aussi maintenant dans les politiques publiques, mais il y a encore un malaise qui est vécu par les femmes menstruées, et c'est pour cela que j'utilise plutôt le concept de stigmate qui revient plutôt à une socialisation de la honte qui est intériorisée justement par la peur d'être jugées. Les femmes, elles continuent à cacher leur protection, à vivre peut-être d'une manière difficile leurs règles. Par exemple, on peut le voir dans la manière dont elles nomment les menstruations. Souvent, on emploie des expressions euh, euphémiques comme être fatigué, être indisposé, avoir ses trucs, avoir ses ragnagnas, ou encore la célèbre expression les Anglais ont débarqué, qui n'est plus très utilisée, mais qui reste quand même présente. Et ces formules qui peuvent nous paraître humoristiques ou anodines, elles se traduisent vraiment dans une gêne profondément ancrée de éviter de nommer et de dissimuler ce phénomène
ce qui montre que ça reste quand même un sujet difficile à en parler, même entre les femmes. Justement, je m'intéresse à comprendre comment se fait la transmission des savoirs autour des règles, si cela est transmis par les mères, par les sœurs, par les amis. Et donc, à mes enquêtées, je demande souvent la question si elles connaissent l'histoire des premières règles de leur mère ou de leur grand-mère, de leur sœur aussi. Et la réponse est souvent non. Donc, il y a une transmission il y a une rupture de transmission, puisque la plupart de femmes ne se racontent pas vraiment leurs souvenirs de cette première menstruation. Toutefois, il est intéressant de constater qu'il y a d'autres transmissions. Déjà, c'est clair que la transmission descendante, mère et fille, reste quand même encore importante, mais qui est souvent c'est-à-dire c'est la mère qui va lui donner la première serviette ou le premier tampon, une petite discussion, mais il n'y aura pas plus de discussion. Une socialisation plutôt horizontale, donc avec les sœurs, les frères, les pères, les réseaux sociaux, qui est beaucoup plus présente actuellement dans les témoignages. Il est intéressant de noter aussi que les frères, ils ont un rôle important dans cette transmission. Je parle des générations plus jeunes. Le père aussi, il peut être présent dans cette socialisation, même s'il reste en second plan. Il y a aussi une transmission ascendante, c'est-à-dire lorsque ce sont les jeunes qui transmettent des nouvelles pratiques ou des nouveaux discours aux plus âgés, qui est intéressant aussi de voir, par exemple, avec les nouvelles protections périodiques qui passent des jeunes qui vont amener ça aux personnes plus âgées. Donc, on voit qu'il y a une différence générationnelle. Et même si le silence reste encore très présent, nous pouvons voir aussi des transformations de ces discussions, notamment à travers des nouveaux rites de passage qui sont des petites célébrations qui permettent de révaloriser symboliquement. En tant qu'anthropologue, je me suis toujours intéressée donc aux célébrations et c'est une question que je pose aussi à mes enquêtées, si elles ont vécu une célébration lors des premières règles. La plupart disent non, mais il y en a quelques-unes qui racontent en fait qu'elles ont eu, par exemple, elles ont trinqué avec ses parents, on leur a offert un bouquet de fleurs, un bijou, le premier soutien-gorge, avoir fait une sortie au restaurant, au parc d'attractions. Donc cela montre aussi comment il y a des transformations qui essayent de changer la manière de vivre les règles plus positivement et non comme un événement honteux ou gênant. Et dans mon terrain d'enquête, j'ai pu donc aussi également observer des actions ou des activités qui sont actuellement mises en place par des associations, des collectifs ou des institutions pour changer également l'expérience négative des menstruations. Par exemple, les Tentes Rouges, c'est un lieu où les femmes vont venir se rencontrer pour discuter autour de leurs expériences dans un lieu qui est plutôt adapté, aménagé aussi comme un cocon pour avoir une libération de la parole. Ça, c'est une tente rouge dans le Jura. Il y a aussi les ateliers de fabrication de protection périodique réutilisables qui est aussi une manière de transmettre ce savoir-faire qui s'est perdu et qui permet aussi de réfléchir à notre production de déchets, puisqu'il faut dire que les protections jetables représentent des tonnes de déchets. Donc aujourd'hui, on se pose aussi la question de comment réduire ces déchets. Donc ces ateliers peuvent être aussi une manière de transmettre des valeurs environnementaux. Il y a aussi donc les collectes et les distributions de protection périodique qui sont réalisées par différentes associations et qui vont aussi avoir un rôle très important
dans la région. Et il y a aussi la mise en place des distributeurs de protection périodique en libre service, qui est aussi quelque chose qui est nouvelle et qui se met en place actuellement dans plusieurs institutions, qui est intéressante aussi de voir à quel point on avait banni aussi l'accès aux protections menstruelles. On se demandait pas trop comment les femmes elles faisaient. Toutefois, même si ce contexte nous donne des espoirs et des visions plutôt positives, j'ai constaté qu'il y a un manque de coordination entre les associations locales, puisque souvent, il y a des associations qui font des dons, mais parfois, elles ne savent pas comment les distribuer, puisqu'elles n'ont pas l'accès aux personnes qui sont dépourvues. Donc là, on voit une rupture entre les coordinations des associations. Parfois, ces dons ils ne sont pas adaptés aux besoins des populations qui sont dans le besoin. Par exemple, on voit beaucoup le fait que le tampon est refusé. Les coupes menstruelles aussi sont refusées par la plupart des bénéficiaires, ce qui fait que parfois les dons ne sont pas adaptés. Et par exemple, il y a une préférence pour les serviettes hygiéniques et aussi pour les culottes menstruelles, mais celles-ci sont rarement distribuées par leur coût élevé. On peut aussi observer qu'il y a une participation à ces actions collectives qui vont permettre de transformer les représentations, mais le stigmate menstruel persiste malgré ces progrès notables. Et pour finir avec le troisième temps de cette conférence, nous allons passer donc aux solutions et recommandations. Et pour cela, je vais m'appuyer sur l'étude de l'association parisienne Impact Tank, pour laquelle j'ai travaillé comme consultante et rapportrice sur l'étude contre la précarité menstruelle. Donc déjà, selon Don Solidaire, en France, il existe plus de 2 millions de femmes qui rencontrent des difficultés d'accès aux produits menstruels. Ici, ce schéma nous permet de comprendre l'ensemble des dimensions qui vont marquer la précarité menstruelle. Tout d'abord, l'éducation menstruelle, puisqu'il y a un manque d'information. Ensuite, la difficulté d'accès aux produits périodiques, le manque d'infrastructures sanitaires adaptées, le problème de santé relié aux règles douloureuses, qui va aussi impacter la vie professionnelle à partir de l'absentéisme, le décrochage scolaire, qui va reproduire des inégalités. Premièrement, en ce qui concerne donc l'éducation, on voit bien qu'il y a un manque d'information que justement fait qu'il y a une persistance des représentations culturelles plutôt négatives autour des menstruations et le fait que le personnel d'éducation ainsi que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment sensibilisés à cette question. Une des recommandations que nous faisons donc, c'est d'intégrer l'éducation menstruelle dès la primaire, de promouvoir une communication inclusive qui serait adaptée selon les âges et par des moments. Ça serait important de faire par exemple des moments de mixité et des moments de non-mixité, justement pour libérer la parole des jeunes filles. Favoriser l'intervention des sages-femmes dans les collèges et les lycées pour non pas seulement expliquer le fonctionnement du corps, mais aussi pour réduire la stigmatisation et de comprendre comment ce phénomène va accompagner beaucoup d'années la vie d'une femme. Donc, de faire des conférences, de former également les enseignants, former le personnel de santé à des discours non stigmatisants
de renouveler aussi les informations, puisque aujourd'hui, la recherche a beaucoup avancé. Et ce n'est pas le cas des formations pour les professionnels de santé qui n'ont pas encore cette nouvelle manière de parler de ce sujet d'une manière moins physiologique, mais plus sociale aussi. Le fait aussi de sensibiliser la population en général, les hommes aussi, les jeunes garçons aussi, puisque cela va permettre de ne pas stigmatiser les menstruations. Ici, je vous ai mis deux exemples. Un exemple, c'est le séminaire qu'on a réalisé à l'école maïeutique des sages-femmes de Dijon, où nous avons donc créé des temps de parole autour des menstruations à travers différents types de discussions, que ce soit par rapport aux travaux anthropologiques, mais aussi à travers la diffusion de courts-métrages. Et ce qui a été étonnant, c'est le fait que même les sages-femmes qui accompagnent des femmes, elles se sont rendues compte en fait qu'elles sont tellement penchées sur la contraception, la gestation et l'accouchement que parfois elles délaissent la question des menstruations. Donc pour elles aussi, c'était une manière de prendre du recul par rapport à cette question. Et un autre exemple est d'éducation menstruelle et notre livret pédagogique Menstru, lequel nous avons réalisé avec des étudiantes et des chercheurs universitaires qui étaient financés par la ville de Besançon et qu'on distribue actuellement comme un objet pédagogique. Et un dernier exemple, c'est le projet de la DRETS qui a été lancé en 2024, qui nous a permis de mettre en place plusieurs actions concrètes autour de la santé et l'éducation menstruelle, notamment des cercles de parole, des ateliers de cartographie corporelle. Ce sont les images que vous pouvez voir. Cette cartographie corporelle, elle permet d'identifier les zones de douleur, par exemple, ou de tension dans le corps, et ainsi de libérer la parole par rapport à le vécu de chacune. Nous avons également proposé des projections de courts-métrages autour des menstruations, que ce soit les premières règles, l'endométriose ou encore la ménopause. Ces actions ont été très positives, notamment sur la libération de la parole. Et il faut dire que ces ateliers, ils ont été réalisés auprès de femmes demandeurs d'asile ou réfugiés qui apprenaient actuellement le français. Et c'est vrai que ces résultats, ils ont dépassé nos attentes puisque ces ateliers, ils ont aussi permis d'enrichir leur vocabulaire, d'apprendre à nommer les parties du corps, leurs douleurs, leurs besoins de santé, ce qui a fait qu'ensuite, il y en a beaucoup de femmes qui ont pris des rendez-vous chez le médecin ou une sage-femme, car elles se sentaient maintenant plus à l'aise pour parler de leur situation avec les bons mots et pour une meilleure compréhension de leur santé. Par rapport à la difficulté d'accès aux produits menstruels, donc nous savons aujourd'hui que le coût est parfois difficile à assumer pour certaines personnes et qu'il y a également un manque d'infrastructures sanitaires adaptées, c'est-à-dire que parfois les toilettes ne sont pas adaptées pour se changer la protection, ou il y a une absence de savon ou de poubelle à l'intérieur du cubicule, ce qui vient renforcer les difficultés de gérer les menstruations. Donc, les recommandations sont de veiller à garantir l'accès à l'eau, le savon, les poubelles dans les cubicules, de créer des toilettes inclusives, accessibles aussi aux personnes en situation de handicap, qui en plus peuvent vivre une double stigmatisation, déjà par le fait d'être dans une situation de handicap, mais aussi par avoir des règles. Installer des distributeurs de protection menstruelle. Et nous essayons aussi de créer une cartographie régionale pour pouvoir identifier les lieux de distribution de protection périodique, puisque souvent il n'y a pas assez d'informations, même s'il y a des actions autour de la distribution, l'information elle n'est pas assez diffusée.
ce qui permettrait aussi de créer du réseau entre les actions locales et régionales. Sur le problème de santé, donc on voit bien qu'il y a des substances toxiques qui peuvent augmenter le risque d'infection, ou bien le port prolongé des tampons ou des coupes menstruelles peuvent aussi produire des infections. Les règles douloureuses et le diagnostic de l'endométriose, qui ont aussi des conséquences négatives pour les femmes. Pour cela, nous identifions donc l'importance d'informer sur l'utilisation et le nettoyage des produits menstruels, d'informer tout cela et aussi de rappeler que les personnes menstruées n'ont pas seulement besoin de protection périodique, mais ils ont besoin aussi du papier toilette, des sous-vêtements, d'un lieu où elles peuvent laver et sécher leurs protections réutilisables. Donc, il y a besoin de plusieurs conditions qui peuvent être difficiles parfois. Donc, il faut penser aussi à tout ce panorama général autour des règles. Et finalement, il y a aussi la question donc, de l'absentéisme, du décrochage scolaire également, puisque on voit bien que les règles peuvent impacter sur la vie professionnelle. En France, par exemple, selon l'association Règles élémentaires, plus de 2 femmes sur 10 ont déjà manqué le travail et 6 étudiants sur 10 déclarent aussi avoir déjà manqué les cours. Donc, on voit bien aussi qu'il y a un impact qui fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a dans notre université, il y a l'option du congé menstruel qui a été mis en place depuis cette année. Et on voit bien aussi dans les entreprises, comme c'est le cas de l'entreprise Volta dans la région, qui est une des premières entreprises de la région à mettre en place le congé menstruel en cas de règles douloureuses. Cette entreprise, ils ont également créé une salle de repos pour les femmes qui ne veulent pas prendre le jour de congé, mais qui ont besoin que de quelques minutes pour s'allonger ou pour se relaxer. Et également la possibilité du télétravail. Donc, on voit bien que dans les entreprises et institutions aussi, il y a le rôle de former les RH et les managers à aborder ce sujet avec bienveillance, de peut-être expérimenter le congé menstruel, d'organiser des ateliers internes de sensibilisation et de mettre à disposition des protections. Finalement, donc, il y a ce besoin de créer une coordination régionale entre acteurs publics, associatifs et privés. Il y a la nécessité de lancer aussi des diagnostics territoriaux pour comprendre les besoins réels, puisque je vous parlais, par exemple, des dons qui parfois sont pas adéquats pour le public. Et cela permettrait d'éviter la dispersion et de développer un réseau interinstitutionnel de Bourgogne-Franche-Comté. Et je finis cette présentation en rappelant que agir contre la précarité menstruelle, c'est bien plus qu'offrir des protections, c'est transformer notre regard collectif sur le corps, la dignité et l'égalité. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Alexandra, pour la conférence qui était très complète. Je commence par une question qui est arrivée dans le fil de discussion, puis après j'ouvrirai, je permettrai aux personnes juste en levant la main au-dessus, là au milieu, pour que je puisse prendre les personnes dans l'ordre de te poser directement la question. Euh, Oui. L'interrogation de Patricia Godet, c'était plutôt le témoignage d'un collègue qui se sent incompétent, illégitime pour parler des menstruations. Comment peut-être faire évoluer ce sentiment? Ouais, est-ce que tu as t'as une réponse à apporter là-dessus?
C'est vrai que la présence des hommes peut gêner parfois les femmes, surtout de parler de ce sujet, mais peut-être ça serait intéressant d'être accompagné par une collègue, ce qui fait que ça peut être important. Là, c'est plutôt pour un père, c'est ça? Là, ouais, c'est un père qui ose peut-être pas en parler à ses filles. Peut-être Patricia, je te laisse, je vois que tu lèves la main, je te laisse compléter ta question. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. La question, c'est, enfin là, ce que je ressens de la part d'un collègue qui, pour le coup, fait partie du réseau égalité à la région, c'est la difficulté, lui, de son côté, de parler de ce sujet-là. C'est pas la gêne des femmes par rapport à un homme qui viendrait en parler. Là, c'est lui-même. Alors, on parlait de son contexte familial, puisqu'il a 3 filles, avec une forme d'illégitimité, pardon, à en parler, ce rôle étant dévolu à la mère. Et du coup, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le milieu professionnel. On a plein de managers qui sont hommes et du coup, l'intégrer aussi dans les échanges, on va rencontrer ce type de frein. Donc, est-ce qu'il y a Oui, c'est vrai. des initiatives qui pourraient permettre de faciliter ce type de discussion? Bah déjà, pour un père, je pense que c'est intéressant de se pencher donc sur des livres autour de l'éducation menstruelle pour, euh, pour comprendre aussi le vocabulaire, un vocabulaire adapté pour parler à ses filles de ce sujet-là, avec des images qui peuvent aider aussi à transmettre certaines informations qui peuvent être un peu gênantes. Mais aujourd'hui, il y a plein de matériel ludique, pédagogique qui sont importants. Et moi, notamment dans ma recherche, je me suis rendu compte que les jeunes filles qui ont eu un père qui était présent dans cette transmission, elles ont un vécu beaucoup plus positif par rapport aux menstruations. Donc, le rôle des pères, le rôle des frères, des compagnons est très important. Je pense que c'est quelque chose que les jeunes générations ont compris, puisque aujourd'hui, on voit pas mal dans les associations que j'observais les distributions et les collectes. Il y avait des hommes aussi qui participaient dans ces actions. C'est vrai que parfois, pour certaines bénévoles, notamment de certaines cultures ou religions, il y avait une tension aussi, le fait d'être face à un homme et de parler d'un sujet intime. Justement, comme je vous disais, ce qui avait peut-être aidé à passer cette tension, c'était d'être accompagné aussi par une femme. Donc ce ne soit pas l'homme qui prend tout le temps la parole, mais que ce soit aussi peut-être accompagné d'une femme lorsque ce sont par exemple des ateliers dans des entreprises ou dans un milieu associatif ou éducatif, c'est important aussi de donner la voix aux femmes sur ce sujet, donc peut-être d'être accompagné par une collègue, ça pourrait être intéressant. Merci. Merci à vous pour votre question très pertinente. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, je vois planning familial 21. Oui, je me suis juste permis de partager dans le chat une fiche action qu'on a réalisée justement pour essayer de dédramatiser le sujet des règles et qu'il soit un peu accessible à tout le monde avec des ressources et tout ça. Voilà, moi je travaille au planning Super. familial et c'est un projet qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. Donc là, cette année, on a voulu rajouter cet outil-là. Merci. L'outil, il est dans le fil de discussion si vous ne l'avez pas vu. Et il y avait aussi une réaction de Lily. Je ne sais pas si tu veux la dire à haute voix, notamment sur la différence entre les règles et les menstruations. Et elle parle aussi des syndromes prémenstruels qui font aussi partie de la question. Voilà, je ne sais pas si elle veut en dire un mot, sinon je vous laisse lire le commentaire. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Super. Oui, on t'entend. Du coup, moi, j'ai travaillé en mémoire sur la précarité menstruelle et sur le dispositif des distributeurs à destination des étudiants et des étudiantes.
Et j'étais trop contente de vous entendre à la fin, Alexandra, dire que en fait, avoir ses règles, c'était pas juste mettre un tampon ou une serviette dans sa culotte, et que ça allait bien au-delà et qu'il fallait véritablement repenser tout l'écosystème en fait pour que on puisse lutter véritablement contre la précarité menstruelle, parce que enfin, j'ai eu exactement les mêmes retours de terrain pendant mon mémoire. Ok. Et un des résultats qui en général, quand on me parle de précarité menstruelle, ressort pas du tout, et qui s'est vraiment imposé à moi pendant mon mémoire. C'était une femme trans au tout début de mon mémoire qui m'a dit mais en fait, moi aussi, j'ai des règles, sauf que c'est pas ce que toi t'appelles des règles, parce que bah ouais, moi j'ai un pénis, donc j'aurai jamais d'écoulement de sang de ma paroi utérine qui se défait, etc. Mais par contre, vu que je suis une hormonothérapie, je ressens exactement les mêmes SPM, donc syndrome prémenstruel, que toi tu peux ressentir. Donc bah moi je suis une femme cis. Du coup, j'ai pas pu l'exploiter dans mon mémoire ce côté-là avec les femmes trans qui, elles aussi, ont des syndromes prémenstruels. Et du coup, en fonction de la manière dont on définit les menstruations ou les règles, peuvent avoir des règles aussi alors qu'elles n'ont pas d'utérus, pas d'endomètre, etc. Euh, mais je trouvais ça hyper, enfin, trop intéressant. Et en fait, je trouve que ça révèle encore comment on a hyper tendance spontanément à associer les menstruations à des femmes ou à des hommes trans qui ont un utérus ou un odomètre, et comment on exclut les personnes qui ont un pénis. Et du coup, comment ça marche encore, même nous en sociologie, on va avoir des biais, on va avoir une analyse qui va être hyper cis-centrée, ou en tout cas, quand on inclut les personnes trans, en général, c'est les personnes non-binaires ou les hommes trans qui ont été assignés femmes à la naissance, et comment en fait enfin, comment ça révèle des biais transmisogynes en fait dans nos enquêtes. Enfin, si j'ai pas pu enquêter plus sur le fait que les femmes trans ont aussi des règles, c'est parce qu'en fait, elles s'excluaient elles-mêmes de l'enquête. Et moi, quand je faisais des entretiens, quand je demandais des entretiens, j'expliquais à chaque fois que peu importe le genre de la personne, on pouvait parler de règles ou de menstruation. Et en fait, à partir du moment où j'en proposais à des femmes trans, elles refusaient parce qu'elles se sentaient pas légitimes, parce que bah, elles ont pas d'endométriose, parce que elles ont pas d'écoulement de sang, etc., etc. Merci Lily. Je sais pas, Alexandra, si... Oui, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense aussi à adapter le vocabulaire et de parler donc de personnes menstruées et non pas de femmes menstruées. Toutefois, moi, je n'ai pas rencontré de personnes trans dans mon terrain. C'est pour ça je me suis penchée plutôt sur l'expérience des femmes. Mais ce qui était intéressant, c'est par exemple que même des femmes qui sont très militantes dans que ce soit la distribution de protection ou dans les tentes rouges, elles ne veulent pas vivre les menstruations, même si elles ont des idéaux de transformer cette vision. Elles préfèrent, par exemple, de prendre la pilule continue et de ne pas expérimenter les menstruations, ce qui montre aussi un double stigmate, puisque je me rappelle, il y avait des femmes dans les cercles de femmes qui faisaient semblant d'avoir ces règles, mais lors des entretiens, elles m'ont confié en fait qu'elles n'avaient pas de règles depuis des années, mais elles avaient honte aussi de dire dans ces lieux où il y avait vraiment cet essentialisme aussi de qu'est-ce que c'est les menstruations, de dire qu'elles ne voulaient pas avoir des règles. Donc on voit aussi qu'entre femmes, on peut se juger fortement et que le stigmate, il peut devenir même double. Merci Alexandra. Il est midi 29. J'ai pas vu d'autres questions, ce qui me laisse l'occasion de clôturer. Encore merci pour l'intervention et merci pour l'avoir suivi. J'ai enregistré la visio, donc je la mettrai sur le site du Centre Émilie Mottet. Si certaines et certains d'entre vous ont des outils, pensez aussi à les partager. Alexandra nous rappelle en conclusion l'importance d'une coordination voilà, autour de ces projets. Et puis, je vous donne, pour celles que ça intéresse, on a un webinaire la semaine prochaine sur les fonds européens, le programme SERVE et le volet lutte contre les violences
faites aux femmes. Et puis, on discutera de la question des hommes et de l'égalité le 6 novembre avec Patrick Jean et le 13 novembre avec Pauline Ferrari sur les masculinismes. Donc, voilà, je vous renverrai toutes les informations, mais on a encore d'autres conférences inspirantes à venir et je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci Florian. Merci à tout le monde. Merci.